que é o responsável pelo Observatório da Língua Francesa da Organização Internacional da Francofonia. Ele vai nos falar um pouco sobre o multilinguismo nas organizações internationales. Merci de me donner la parole. Merci beaucoup de cette invitation. J'ai centré mon propos sur la question des organisations internationales, qui est un lieu par excellence du dialogue des cultures et de la diversité linguistique. Si on accepte l'idée inscrite dans l'étymologie du mot, autant que dans son usage depuis l'Antiquité, que le dialogue est fondé sur le verbe, au sens d'une parole, exprimant au plus juste la pensée de celui qui l'énonce, alors il ne saurait exister de vrai dialogue sans réunir deux conditions minimales. Du côté de celui qui formule sa pensée, l'assurance de disposer des mots lui permettant de lui être fidèle. Du côté de celui qui l'écoute, la capacité de comprendre au plus juste, au plus près, la parole qui lui est adressée. Il faudrait aussi compléter bien d'autres conditions, considérer d'autres conditions sur lesquelles je ne m'arrêterai pas ici, mais qu'il convient d'avoir en tête pour reconnaître la difficulté du dialogue en soi, surtout lorsqu'il est interculturel. La connaissance mutuelle des références symboliques et des systèmes de valeurs et de représentation, par exemple. Mais aussi la sincérité des propos, la bonne foi et la capacité d'écoute, sans oublier les rapports de force et les inégalités de droit ou de pouvoir entre les interlocuteurs. Ceci n'est pas à négliger dans le cas des organisations internationales. Partant, le cas des organisations internationales est particulièrement intéressant et lourd d'enjeux pour mériter que l'on s'y arrête. Le principe du multilinguisme fait partie intégrante des textes constitutifs des organisations internationales et pourtant, l'usage très majoritaire qui est fait d'une seule langue ne fait que se renforcer. À titre d'exemple, à l'UNESCO, 90% des documents produits le sont d'abord en anglais. Aux Nations Unies, à Genève, moins de 15% des documents soumis à la traduction au service des conférences de l'Office des Nations Unies étaient en français en 2013. L'une des 6 langues, je le rappelle, le français officiel, et la deuxième langue de travail, en principe, du Secrétariat général des Nations Unies. 80% des documents produits par l'Union africaine, ainsi que ceux rédigés par les délégations membres de l'Union africaine, sont en anglais. L'anglais, enfin, est la langue source de 80% des documents des institutions européennes, tandis que le français, par exemple, ne représente plus que 4 ou 5% de ceux-ci. En admettant même que les causes de cette situation relèvent de bonnes intentions, dont l'enfer est pavé, comme chacun sait, les multiples raisons qui expliquent cette tendance lourde méritent d'être examinées et discutées à la lumière des enjeux que recouvre l'hégémonie d'un groupe de locuteurs. Examinées sous l'angle de sa pertinence et de sa légitimité, mais aussi sous celui de son efficacité, de son efficience. Par-delà les questions essentielles d'équité et de démocratie que posent les pratiques en vigueur, les études et les réflexions conduites par l'Observatoire de la langue française ainsi que par plusieurs chercheurs soulignent les limites d'un système unilingue, à rebours des évolutions du monde contemporain et révèlent les failles qu'il recèle sur le plan économique, fonctionnel et communicationnel. Alors, le fameux argument du coût du plurilinguisme doit être renversé. Il s'agit en fait du coût de l'unilinguisme. L'argument récurrent se retrouve sous la plume ou dans les discours de ceux qui négligent l'importance du plurilinguisme ou du multilinguisme, voire qui plaident ouvertement pour l'usage d'une seule langue dans les organisations internationales. Cet argument met en avant le coût qualifié d'exorbitant des services de traduction et d'interprétation. Même si l'on pense que cette considération n'a pas à entrer en ligne de compte, s'agissant d'une obligation que se sont donnée les membres des organisations en question, et en laissant de côté, pour cette fois, la violation manifeste des principes d'équité et de respect des formes du débat démocratique, qu'implique l'imposition d'une langue au détriment des autres, cette antienne mérite quand même une réponse. Il faut d'abord, je crois, relativiser le poids financier que représente la mise en œuvre du multilinguisme. Ainsi, à l'Union européenne, par exemple, dont le régime linguistique comprend 24 langues,
de travail officielles, 24 langues officielles plutôt, et donc 552 combinaisons linguistiques. Le montant des dépenses annuelles des services de traduction et d'interprétation équivaut environ à 1,1 milliard d'euros, soit 0,7% du budget total et 0,008% du PIB. En moyenne, cela correspond à 2 euros par résident. Il s'agirait ensuite de comparer les économies budgétaires réalisées par l'usage d'une seule langue aux dépenses qu'il représenterait. Les coûts fixes incompressibles liés aux services à rendre, même en une seule langue, resteront importants. Production, traitement, acheminement d'un volume de données, d'informations nécessaires au fonctionnement de l'organisation. Ajoutez à cela que la maîtrise devenue nécessaire de cette langue unique inclut des dépenses nouvelles que le professeur François Grain, un éminent économiste suisse, appelle des transferts de charges, puisqu'elles incombent dorénavant aux pays membres, à chacun des pays membres. Donc ces dépenses nouvelles, qui sont liées essentiellement à la formation initiale et continue des allophones, des gens qui ne parlent pas cette langue unique, eh bien, seraient considérables. Il faudrait former des fonctionnaires, des diplomates, des experts, mais aussi le public destinataire de ces informations, si on ne communique plus qu'en une seule langue. En bon gestionnaire, ceux qui se réclament d'une meilleure gestion devraient évaluer la pertinence de l'allocation des ressources en mesurant l'efficience et la qualité du résultat, c'est-à-dire le service rendu. L'instauration d'une communication en une seule langue, l'investissement donc, ne permet pas, tant que tout le monde n'aura pas un haut niveau de bilinguisme, d'être aussi bien compris par toutes les parties prenantes, le résultat donc. Certes, il y a baisse du volume initial des dépenses, mais le résultat n'est pas atteint. Enfin, en ne fournissant pas systématiquement l'information dans une langue connue par son destinataire, l'organisation dégrade la qualité du service fourni. On peut raisonnablement considérer aussi que les tenants de l'unilinguisme mènent un combat d'arrière-garde. En effet, à l'heure où les outils de traduction automatique connaissent des progrès fulgurants qui permettent d'ores et déjà à de nombreux connectés, notamment, de comprendre des textes ou des inscriptions rédigées dans des langues qui leur sont inconnues, voire depuis peu de comprendre un interlocuteur s'exprimant dans une autre langue, dans une langue étrangère, la défense d'une langue unique paraît bien dépassée. Même si rien ne remplacera la qualité d'une traduction humaine, et je remercie nos interprètes aujourd'hui, les gains de temps et les facilités qu'offriront de plus en plus les technologies appliquées aux langues devraient inciter les zélateurs de l'English as a lingua franca à se tourner vers l'avenir. Alors comment faire vivre le multilinguisme dans les organisations internationales ? Comme nous l'avons suffisamment démontré, je crois, le recours à une langue unique, quelle qu'elle soit, pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Par ailleurs, l'usage prôné par certains de l'espéranto, car il faut l'évoquer toujours à ce stade, nous semble à peine moins problématique, ne serait-ce que parce que cette langue artificielle, déconnectée qu'elle est de toute attache culturelle, ne saurait pleinement rendre compte de la complexité et de la sensibilité d'une idée. La seule solution est donc de faire vivre le multilinguisme. De par son statut et son caractère mondial, la langue française peut être l'un des instruments d'un changement des pratiques et de la modernisation des organisations internationales. En effet, langue officielle et souvent de travail de la plupart des organisations internationales, le français est surtout le ferment d'une communauté de femmes et d'hommes représentant un très large éventail de cultures et d'intérêts différents, voire divergents. 5e ou 6e langue la plus parlée au monde, après le mandarin, l'anglais, l'espagnol, l'arabe ou l'hindi selon les estimations, avec 274 millions de locuteurs, dont les 3/4, il faut le préciser, l'utilisent quotidiennement. Le français est également très présent dans les médias audiovisuels internationaux, par exemple avec TV5 Monde, et sur Internet, où elle occupe entre la 4e et la 6e place. Mode d'expression privilégié de pays du Sud et de pays du Nord, et porteuse d'une grande diversité culturelle, qui se manifeste notamment dans ce que certains ont appelé une littérature monde, la langue française est aussi un lieu de rencontre et de partage.
Voilà pourquoi les pays membres et observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, 80 États et gouvernements, ont, en septembre 2006, à Bucarest, adopté le vade-mecum relatif à l'usage de la langue française dans les organisations internationales. En deux mots, les principes directeurs du vade-mecum, attachement au statut des langues officielles et de travail dans les organisations internationales et prise en compte de la diversité des statuts du français lui-même dans les pays membres de cette organisation, de l'OIF en l'occurrence. Les prescriptions s'appliquent différemment selon les pays membres en fonction du statut du français, je vous épargne le détail, mais les volets concernés sont intéressants pour cette question de la revitalisation du multilinguisme dans les organisations internationales. Il y est question de traduction et d'interprétation, la règle étant respecter, exiger, reporter, le cas échéant, les réunions lorsque l'interprétation, la traduction n'est pas assurée. La deuxième catégorie de problèmes à régler se trouve au niveau des ressources financières et humaines. Il faut là des moyens suffisants. La troisième catégorie touche au recrutement des personnels. Il faut des règles équitables. Aujourd'hui, dans les organisations internationales, l'équité n'est pas respectée entre les locuteurs des différentes langues officielles et même entre les locuteurs des deux langues de travail lorsqu'il s'agit de l'ONU. Il faut former, bien entendu, offrir la possibilité aux fonctionnaires et aux diplomates de se former. Il faut veiller à une communication multilingue pour que les citoyens eux-mêmes soient informés correctement. Et il faut aussi se mobiliser. Les francophones ont la particularité de s'être organisés en groupe d'ambassadeurs francophones. Il y en a aujourd'hui 46 dans le monde, dont 9 sont placés auprès d'organisations internationales. Et au-delà de la concertation diplomatique que favorise le partage de langue française, ils sont les premiers à défendre le multilinguisme dans les enceintes internationales. Et enfin, le vade-mecum rappelle en 7e proposition la nécessité de coopérer avec les autres espaces linguistiques pour défendre le multilinguisme. Vous l'aurez compris, la volonté de la francophonie de mettre en avant la langue française comme instrument de multilinguisme ne signifie nullement qu'elle la considère supérieure à d'autres. L'OIF est simplement légitime à le faire, et le français, tout en réunissant plusieurs des conditions d'un dialogue interculturel que nous appelons de nos voeux, fait partie, avec l'espagnol, le portugais, sans doute l'arabe, le russe, peut-être l'allemand, l'italien, des langues officielles des organisations internationales, selon les organisations, sur lesquelles s'appuyer pour rétablir un meilleur équilibre linguistique dans les échanges. Car au fond, le grand principe sous l'égide duquel nous pouvons espérer faire exister un vrai dialogue s'énonce très simplement, et on l'a vu tout au long de cette journée, que chacun puisse s'exprimer soit dans sa langue première, soit dans celle qu'il maîtrise le mieux. On s'étonnerait presque des prodigieux efforts qu'il faut produire pour faire comprendre une telle évidence. Reste probablement à faire la démonstration de la faisabilité de sa mise en œuvre à ceux qui admettent la justesse du propos, mais enraillent le caractère utopique. La meilleure manière de le faire est sans doute d'en administrer la preuve par l'exemple, au travers de ce que l'on pourrait désigner sous les termes de bonnes pratiques. À cet égard, et pour ne prendre qu'un seul exemple, et pour finir, la méthode dite de l'intercompréhension apparaît, du moins pour les réunions dites informelles dans les organisations internationales, comme une voie intéressante, susceptible de réunir de larges espaces linguistiques, au premier rang desquels ceux qui sont représentés ici. Le principe en est simple, chacun s'exprime et répond dans sa langue première. La proximité des langues d'origine latine les désigne comme un champ d'expérimentation fécond. D'ailleurs, cela fait plusieurs années que des chercheurs, des didacticiens et des pédagogues travaillent ensemble à l'élaboration de méthodes et de ressources désormais disponibles. L'OIF, ça a été rappelé ce matin par monsieur le recteur, vient d'ailleurs de lancer le premier cours en ligne ouvert et massif, destiné aux professeurs désireux de s'emparer de cette méthode. Le CLOM connaît un grand succès, puisque la barre des 10 000 inscrits a été franchie, parmi lesquels de nombreux lusophones d'ailleurs, et beaucoup de Brésiliens parmi eux, et d'hispanophones naturellement. Pour conclure, je voudrais donc insister sur un facteur essentiel du multilinguisme, qui est nécessaire aussi, c'est l'apprentissage évidemment des langues étrangères. Après avoir mesuré les évolutions concernant la langue française, qui sont plutôt positives, plus 6,5% en moyenne au niveau mondial entre 2010 et 2014, nous avons constaté néanmoins une baisse significative sur le continent européen, moins 8%.
En dépit de l'engagement des dirigeants européens pris dès 2002 à Barcelone et réitéré à maintes reprises depuis, l'enseignement généralisé de 2 langues étrangères est loin d'être proposé partout en Europe, et l'offre a tendance à se réduire singulièrement en se centrant souvent sur le seul apprentissage de l'anglais. À l'heure où les autorités académiques, la presse et de grands dirigeants anglophones s'inquiètent des dangers que présente le monolinguisme pour le développement et le rayonnement de leurs pays respectifs, il apparaît paradoxal de voir un continent composé de pays souvent multilingues, toujours multilingues, appauvrir ses capacités d'ouverture et de dialogue. La francophonie, de par son histoire et la vision politique de ses dirigeants, connaît et valorise l'usage et l'apprentissage de plusieurs langues grâce à cette richesse qui s'exprime notamment sur le continent africain, qui accueille aujourd'hui près de 55% des francophones d'usage quotidien,